le football était peut-être un sport que j'appréciais plus. C'était tellement un lieu, comparé à beaucoup d'endroits, beaucoup d'autres stations à travers le monde, c'est tellement un lieu qui était familial. J'ai pas une carrière comme Michael Kingsbury, là, fait que j'ai moins gagné souvent après, fait que c'est arrivé souvent qu'il y avait de la frustration quand même. Des choses qu'on peut moins dire là, mais puis après party, puis des choses qui ont été vraiment mémorables, mais Bonjour, bienvenue à ce 4e épisode du podcast Histoire de glisse. Aujourd'hui, on reçoit deux personnes complètes, selon moi, deux athlètes qui ont non seulement réussi leur carrière, mais aussi leur après-carrière. Salut les frères Marquis, comment ça va? Super bien, merci. Salut, ça va bien? Ça va bien. Pas trop dur de venir ici, pas trop de difficulté de trouver des stationnements. Non, c'est pas vrai, ça a bien été. Je commencerai par juste, tu sais, je discutais beaucoup avec toi pour le podcast, puis savoir qui allait commencer. Puis un moment donné, tu m'as sorti la phrase « Désolé, je fais affaire avec un frère peu communicatif ». C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est reconnu? Oui, probablement entre les deux, la personne un peu plus sociale, expressive, c'est peut-être plus Philippe. Je te dirais qu'aussi, c'est que ça fait 13 ans que je suis moins dans la compétition de ski. Fait on dirait que j'ai peut-être mis ça de côté un peu plus. Là, fait que c'est peut-être plus lui qui gère ces affaires-là maintenant. Puis on est quand même à deux, on est dans des endroits différents dans notre vie. Moi, je suis encore vraiment impliqué dans le ski, dans le sport, comme entraîneur maintenant, puis avec différents projets. Puis lui, il a une job plus 9-5 avec des enfants aussi. Fait que son horaire est un peu plus, peut-être plus structuré, puis difficile c'est plus difficile d'être flexible peut-être pour lui, tandis que moi, c'est encore un peu free for all. Je peux m'ajuster beaucoup, m'adapter beaucoup, fait que... Puis j'ai vu que justement, tu revenais t'es allé comme plusieurs années, 4 ans, 3 ans et demi au Colorado. T'es revenu, est-ce que t'es revenu pour de bon ou? Ouais. Moi, quand j'ai pris ma retraite en 2019 des compétitions, sachant pas trop où je me dirigeais, j'ai accepté un contrat au Colorado à Bell pour aller être entraîneur là-bas dans une équipe quand même de haut niveau. Donc c'est pas une équipe nationale, mais une équipe où j'avais la chance de travailler avec des adolescents, jeunes adultes. Donc c'était un groupe d'âge et un niveau qui m'intéressait. J'étais allé faire 3 ans qui aussi, on le sait tous, qui s'est transformé aussi en années de pandémie aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été une grosse expérience de vivre là-bas, puis d'être aux États-Unis un peu pris là-bas, finalement, à pas pouvoir revenir beaucoup au Québec, comme je l'avais anticipé. Mais vraiment une expérience quand même riche, là, sur toute la ligne. Puis maintenant, je suis revenu à Québec, mais au Canada, surtout pour de bon, là, avec un contrat avec l'équipe canadienne. Donc maintenant, entraîneur avec l'équipe de développement pour un peu aider à reniper et à encourager un peu les jeunes pour créer un programme qui va avoir une pérennité puis un suivi, une longévité qui va être assez forte. C'est-tu encore avec les jeunes adultes comme tu faisais au Colorado ou c'est plus des jeunes comme les adolescents là, qui sont en développement? Je travaille pas mal avec des adultes maintenant. Là, je pense qu'on a personne en bas de 18 ans dans l'équipe. Là, puis fait que notre gang, l'équipe nationale, là, c'est vraiment 18 puis 30 ans. Fait que rendu là, c'est des gens qui s'investissent, des athlètes qui s'investissent corps et âme dans ça. Même à dire que c'est une profession maintenant. Qu'il y en a qui visent les Jeux olympiques, des trucs. Ouais. Ok, parfait. C'est-tu le fait d'avoir passé 4 ans ou 3 ans, en tout cas quelques années au Colorado qui t'a donné la piqûre de « Ok, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire » plus tard? Ben, le coaching m'intéressait beaucoup par ma carrière, puis comme en tant qu'athlète, quand j'avais des opportunités, j'essayais d'être entraîné puis de redonner un petit peu. Fait que je savais que c'était une porte de sortie ou une voie qui m'intéressait beaucoup. Puis ça a donné un peu difficile de pointer du doigt qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai eu une belle opportunité en allant au Colorado. Mais je voulais pas rester nécessairement aux États-Unis toute ma vie. Puis de revenir au Québec, de revenir au Canada, c'était quand même important pour moi. Puis de revenir près de la famille et des amis. Fait que c'est comme ça un peu que ça s'est aligné. Puis maintenant, vraiment content d'être encore dans ce domaine-là. Puis d'être ici au Québec. C'est sûr, c'est le fun en plus proche de ta famille. Puis ça te permet de faire le podcast avec nous aujourd'hui. Ouais. Toi, de ton côté, ça
tentait pas le coaching, dans l'après-carrière, je veux dire? Ben, à vrai dire, je l'ai fait un peu, je l'ai fait 2 ans à Stoneham. Ouais. Fait que les deux années après que j'ai arrêté en 2010, j'ai pris un peu en charge le club de ski acrobatique à Stoneham. Fait que j'ai fait 2 années là, qui ont été intéressantes, mais j'étais dans mes études, puis à un moment donné, je savais que je m'en allais vraiment dans quelque chose de différent. Fait que c'était pas nécessairement de l'aide par manque d'intérêt, mais plus de temps et sachant que ma carrière était ailleurs en physiothérapie, que j'ai juste mis mes priorités un peu plus en place à un certain temps. Fait que j'ai arrêté la partie coaching. J'ai lu beaucoup aussi sur comment tu as choisi la physio, là, ça allait avec tes blessures. Puis là, il y a des gens qui te demandaient dans certaines entrevues, est-ce que c'est à cause que l'influence de vos parents? Puis tu disais, pas vraiment. Puis là, maintenant, en rétrospective, quelques années plus tard, est-ce que ça a toujours pas de lien ou c'est vraiment quelque chose qui te passionnait en raison de soit les blessures, les athlètes? Ben, à vrai dire, je pense que tu as raison qu'en rétrospective, le fait d'avoir baigné là-dedans avec un père qui était médecin et qui était beaucoup impliqué dans le sport, j'ai l'impression que ça a dû un peu influencer cette décision-là. Puis c'est sûr que tout l'aspect, quand je regarde autour de moi les physios avec qui je travaille, ben, il y a beaucoup de gens qui ont eu des blessures, puis qui se sont fait traiter, puis c'est de même qui ont connu la profession, puis qui se sont dirigés vers ça. Il y a vraiment un peu de ça dans mon cas, avec de nombreuses blessures, fait de la physio, toujours un peu à baigner là-dedans familialement. Fait que je pense que tout ça fait que je me suis dirigé vers ça. En plus, j'ai l'impression que dans le ski, puis dans le ski beaucoup, là, surtout le ski de boss, là, c'est quelque chose qui est quand même important de voir un physio. J'ai l'impression qu'il y a des blessures qui arrivent souvent aux articulations, des trucs comme ça. Est-ce que tu en as vu beaucoup dans ta carrière? Des physios? Oui, tu sais, dans le fond, c'est qu'il y en a toujours un qui est avec l'équipe. Okay. À un certain niveau, on est accompagné. Il y a eu des blessures aussi plus importantes qui m'ont amené à avoir vraiment des traitements plus spécifiques pour ça. Tu sais, je dirais pas juste dans le ski acrobatique, mais dans tous les sports, là, c'est tellement du fine-tuning. Tu sais, t'as besoin d'être à ton meilleur physiquement tout le temps. Fait que t'as besoin d'une équipe un peu de professionnels comme ça autour de toi pour t'amener à être à ton meilleur. Là. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait excusez. C'est quelque chose qui t'intéresserait éventuellement de suivre l'équipe canadienne en tant que physio pour l'équipe? Ben, c'est intéressant que tu en parles. Tu sais, quand j'ai commencé à faire ça, c'était pour ça. Okay. Moi, en physio. Je vais être physiothérapeute, je vais suivre des équipes. Je l'ai fait un peu au début de ma carrière avec l'équipe de football au cégep de Garneau. Mais tu sais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de soirs, de fin de semaine. Ouais. Puis là, une famille qui s'est bâtie aussi avec les années. Fait malheureusement, il a fallu encore que je choisisse un petit peu où je veux mettre mon temps puis m'investir. Fait qu'à un certain moment, même si l'intérêt était là, j'ai mis un peu plus de côté. Philippe, il vit en étant coach. Tu reviens un peu dans un même rythme de vie que quand tu étais athlète. Puis moi, c'est une des nombreuses raisons pourquoi une année j'ai arrêté. De dire, OK, là, j'ai envie de m'installer à quelque part, de moins être en train de voyager à gauche puis à droite, puis bâtir une vie un peu. Là. Fait c'est sûr de retourner dans un pattern, d'être physio puis de suivre des équipes, tout le temps être parti. C'est plus autant dans tes projets. Exactement. Là, vous venez de parler de voyage, puis ça m'a fait penser, tu sais, on m'a fait penser à 2 affaires, là. Premièrement, mais je vais y aller avec la première option. Pendant que vous voyagez vraiment beaucoup pendant vos compétitions, pendant que vous êtes sur le circuit de la Coupe du Monde. Est-ce que vous prenez le temps de visiter quand même les places? Peu, ouais. Peu quand même, puis ça dépend peut-être de quel stage de ta carrière, puis ça dépend à quel moment de l'année aussi. Par moment, l'horaire est assez fixe, puis tout s'enchaîne à un rythme assez freiné. Fait que dans ces moments-là, ben, c'est une compétition, une autre compétition, une autre compétition. Fait que tu vois l'aéroport, tu vois ton hôtel, puis où tu compétitionnes, tu t'entraînes, puis tu revois l'aéroport, puis ça finit là. Mais par moment, là, dans l'année où on est plus en mode camp d'entraînement, il y a évidemment des petites périodes de répit puis de repos. C'est dans ces moments-là, des fois, moi particulièrement, j'ai eu la chance de m'arrêter puis de faire des expansions, si tu veux, de voyage. Là, puis j'ai été visiter quelques villes puis quelques plages pour aller faire du surf puis ce genre de choses-là. Mais ça a été plus en fin de carrière que j'ai pris le temps de le faire, puis j'ai comme reconnu peut-être un peu l'opportunité que j'avais, puis j'allais peut-être pas refaire ça plus tard dans ma vie, être plus vieux avec une famille. Fait
Fait que c'est là que j'ai sauté un peu plus sur les opportunités. Fait que l'aéroport, hôtel, c'est laquelle ton Ouais. aéroport préféré? En tout cas, Francfort, on est allé souvent, Ouais. dans mon temps. Ouais, on passe pas mal par les mains, mais écoute, mais c'est dur de voyager ces temps-ci, puis je voyage encore beaucoup là, avec les athlètes, puis je te dirais que les aéroports canadiens sont pas évidents de ce temps-ci. Non, ouais, on en entend partout dans les médias. Je sais pas si vous avez vu une vidéo qui a circulé un peu partout sur les réseaux sociaux, là. Il y a une représentante d'Air Canada qui dit qu'ils font des efforts, que ça va de mieux en mieux, puis en arrière d'elle, le caméraman il monte, là, puis on voit tous les vols qui sont cancellés. Ça avait bien fait rire, puis j'étais comme, ouais, ça va pas si bien que ça, finalement. Le temps des fêtes, quand Ouais. les bagages s'empilent. J'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie pendant le temps des fêtes. Je vais quand il y a moins de monde qui voyage. Je me suis dit, attends, ça va être ça, j'aurais peut-être moins de problèmes. Sinon, ouais, mon autre question, c'était en rapport encore avec les voyages. J'ai vu que tu t'impliquais beaucoup dans des organismes pas de santé, de planète, Ouais. athlètes. J'ai oublié le nom, je l'avais noté, j'avais checké pour être sûr. Protect Our Winter Canada, puis il y en avait un autre. Éco-athlète. Ouais. Ah, c'était Éco-athlète? Ouais, ok, éco-athlète, donc puis c'est simple, Protect finalement. Our Winter. Ouais. OK. Puis c'est quelque chose que tu as réalisé également pendant que tu étais dans les voyages, justement? Oui, puis encore là, peut-être un peu plus en fin de carrière, là, peut-être un peu plus de sagesse et de maturité rendu là. Ouais. Mais à force de voyager, puis particulièrement dans les off-season, l'été, puis les périodes d'automne, tout ça, puis ça devenait de plus en plus difficile de trouver de la neige de qualité, puis ça devenait, on tombait dans des environnements où la qualité de la neige, puis les paysages changeaient vraiment drastiquement sous nos yeux. Fait que c'est un petit peu peut-être de fil en aiguille comme ça que tu te rends compte que tout est en train de changer devant nous. Puis c'est devenu aussi évidemment un sujet de conversation un peu plus important dans les médias, puis importante mondialement maintenant. Fait que c'est un petit peu de cette manière-là que c'est venu me chercher un peu plus, puis que le côté sport devait aussi bouger, devait, comme n'importe quelle branche de la société, devait faire son bout de chemin puis appuyer. Fait que, je me suis fait approcher par des personnes qui m'inspiraient dans mon entourage, des personnes que j'idolisais un petit peu même dans ma carrière. Fait que je me suis un petit peu embarqué là-dedans là, progressivement. Au début, de manière à essayer de m'éduquer un peu, essayer de comprendre un peu les choses. Puis maintenant, un petit peu plus, avec un peu plus d'impact, là, en étant plus un modèle, puis en allant un petit peu plus là dans mes efforts. OK. C'est quand même intéressant. Est-ce que tu comptes faire conférences ou des trucs comme ça? J'en ai fait par moment. J'ai fait une tournée d'école là, avec Protect Our Winter avant la pandémie en Ontario pour parler de tout ça. J'ai été à une conférence à Lake Placid l'année passée aussi pour parler un peu du côté justement sportif puis éco-athlète puis comment on pouvait avoir changé nos habitudes de vie pour avoir un impact environnemental plus positif. Fait que c'est le genre de choses qui m'ont intéressé beaucoup puis qui m'intéressent encore beaucoup. Je sens qu'il y a quand même un certain mouvement là, positif là, autour de ça, puis que le monde du sport se transforme ou du moins essaie d'être un peu plus éclairé sur ça. Ah, ben tant mieux en fait parce que tu sais, on parle beaucoup des médias que c'est les jeunes générations qui sont comme stressés envers ça. Fait que c'est sûr qu'en voyant des athlètes ou des gens que les gens idolâtrent aussi, parce qu'il y a des gens qui idolâtrent là, c'est certain. Puis en fait, je le sais. Puis c'est sûr que ça va aider ça l'aide à la cause. Fait que c'est vraiment fun de voir qu'il y a des athlètes, des gens qui ont comme pas nécessairement une tête sur les épaules là, parce que tout le monde en a une là, mais qui comprennent un peu qu'est-ce qui se passe un peu. Fait que quand j'avais appris ça, j'étais quand même down là. C'est une drôle d'expression, mais j'étais comme nice. Il y a de plus en plus de monde qui participe. Fait que je trouve ça quand même vraiment intéressant. Toi, est-ce que tu es d'accord? Non, c'est vrai. Il n'y a plus le choix après. Puis tu sais, c'est assez. Tu sais, pas que ben, tu sais, ça remonte à une quinzaine d'années quand j'étais là, on dirait qu'on en parlait un peu moins. Mais tu sais, les endroits qui skient et qui s'entraînent l'été, des fois je vois des vidéos, des photos qui montrent, c'est incroyable comment, juste dans ces 10-15 années-là, comment ça a changé, comment les glaciers ont fondu. C'est du carré, il me semble qu'on skiait là, puis il y avait de la neige, puis là, il n'y a plus rien, là, les glaciers sont en train de disparaître. Là, fait que c'est sûr que
c'est un peu inquiétant. Puis pour moi, c'est un beau modèle de voir comment ils s'impliquent. Puis c'est sûr que oui, je suis d'accord avec ça. Puis on est chanceux ici quand même parce que là, on parlait des neiges qui fondent, là, ben on a des hivers qui en a moins, comme l'hiver passé, mettons. Mais à part la fin de l'hiver. Là. Mais on est quand même chanceux ici parce qu'on a encore beaucoup de neige l'hiver. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va finir par se savoir? Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de trucs d'entraînement l'hiver ici ou ça va continuer à être plus dans les rocheuses parce que, tu sais, évidemment, il y a plus de neige dans l'ouest, là, parce qu'ils sont plus hauts? Ben, moi, je pense pas qu'on va avoir plus de neige qui va nous permettre d'en faire plus ici. Puis, même dans les rocheuses, je pense que ça va être de plus en plus difficile là, parce que les autres, justement, l'été, les glaciers disparaissent tranquillement. Et là, c'est de skier dans des endroits que c'est l'hiver, plus dans l'hémisphère sud. OK. En Australie. Ouais, exactement. Mais là, c'est sûr que c'est plus dispendieux. Ouais. C'est sûr qu'il faut prendre l'avion. On parle d'éco-athlète, de toujours être en train de voler. Et tu sais, il y a quand même une dualité qui fait réfléchir un peu justement dans la façon de s'entraîner. Puis est-ce que ça va juste modifier les façons qu'on s'entraîne? Puis que là, au Lac-Beauport, on a une rampe d'eau. Est-ce que ça va être des milieux artificiels comme ça sur lesquels on va pas juste s'entraîner? Ouais, on explore un peu toutes ces options-là en ce moment. Puis c'est vraiment le cycle d'une année, là, les saisons qui se chevauchent, qui sont en train de changer un peu. Donc, on va essayer d'étirer plus notre saison d'hiver plus longtemps, quitte à moins voyager l'été, puis à l'automne, où c'est des périodes que les cycles météorologiques sont tellement en plein bouleversement en ce moment que c'est difficile de se fier sur la neige à des endroits ou quoi que ce soit. Puis on a des vagues de chaleur qui viennent empirer la situation. Là, on pense notamment à les Alpes et en Europe, là, qui est arrivé depuis 2-3 ans. Fait que c'est comme le mélange de tout ça en ce moment qui comme crée chaos total. Là, puis c'est pas évident de se démêler là-dedans. Puis comme Vincent dit, c'est de trouver un moyen de peut-être utiliser des sites artificiels un peu plus, puis de trouver des sites d'entraînement, puis des moyens de s'entraîner un peu plus localement. C'est pas dans notre sport, puis là je parle de l'équipe nationale puisque je coach le plus haut niveau de notre sport, là, mais là, quand je dis localement, c'est au Canada quand même. Là, fait essayer de rester un petit peu plus chez nous, puis à la place d'aller justement trop souvent en Europe, en Amérique du Sud, pour courir après la neige, puis des hivers qui encore là sont incertains. Fait que c'est ça qu'on est en train de naviguer en ce moment, là, puis c'est un bouleversement qui affecte nous à notre manière, mais qui affecte tous les sports. Là. Puis, nous autres, on parle de neige puis de glacier, évidemment, mais dans les sports d'été plus, on parle de canicule, puis qualité d'air, puis tout le monde se fait frapper par ces changements-là, ces bouleversements-là d'une manière ou d'une autre. Fait c'est ça qui est épeurant, puis c'est surtout la vitesse à laquelle ça se passe, puis ça a un effet boule de neige qui fait en sorte que là, on parle des changements climatiques, mais qui ont un impact financier sur nos budgets, sur notre planification, qui ont un impact sur les athlètes, puis leur préparation, leur niveau de confiance, etc. Fait que c'est ça qui est en ce moment, on dirait qu'on court après la queue, puis on a de la misère à rattraper le mouvement. Ça faut s'adapter et s'ajuster. Ça n'a pas seulement un impact financier, ça a un impact financier sur le sport, mais sur toutes les montagnes du Québec. Là. On est obligé d'ouvrir plus tard, beaucoup plus d'enneigement, des demandes plus grandes d'entretien. Ça finit par, ça se voit, là, il y a plusieurs montagnes qui, pas nécessairement qui ferment, mais il y en a qui ont fermé. Il y en a qui cherchent à rester positifs dans leur budget. Fait que on dirait que l'industrie au complet du ski est en train de regarder ce qui se passe puis être en mode solution. Tu sais, les montagnes québécoises particulièrement, on voit beaucoup qu'il y en a qui, sans dire qu'ils se recyclent, mais qui commencent à avoir une offre de produits plus qu'à saison. Ben oui. Parce que la saison d'hiver, pour ces installations, puis cette superficie de real estate qu'ils ont, là, le terrain qu'ils ont, ben il faut qu'ils rentabilisent une map. La saison d'hiver est de plus en plus écourtée. Fait. Il y a beaucoup on voit là, vélo de montagne surtout, là, l'été dans plusieurs montagnes. Il y en a qui s'installent des trucs d'eau, des rails, je me sais c'est quoi en français, avec des trains qui descendent dedans. Ouais. En tout cas, cette affaire-là, si quelqu'un sait c'est quoi, tant mieux. Mais ouais, c'est quand même, ça paraît un peu là dans le domaine au complet, pas juste, surtout du ski, je trouve là. Je pense que c'est un des domaines qui est vraiment affecté par les changements climatiques.
Sinon, changement de sujet complètement. Revenons à vous deux quand vous étiez plus jeunes. Mais ça revient un peu avec les montagnes. Là. C'était comment de grandir dans une place où est-ce qu'on a 3 montagnes de ski, quand même accessibles, même si c'est pas les plus hautes, là, si sont vraiment proches de la ville. Ben, tu sais, nous autres, c'est assez générationnel, notre affiliation avec la station de ski de Stoneham, fait qu'on n'a pas vraiment choisi initialement. Mais il y a ce sentiment-là d'appartenance qui s'est bâti au fil des années. Effectivement, mes grands-parents avaient un chalet à Stoneham, qui a fait que mes parents, mon père skiait là. Quand on est devenu jeune, ben, on allait au chalet de mes grands-parents souvent, jusqu'à temps que mes grands-parents sortent mes parents de là et disaient là, avec les enfants, on n'est plus capable de vous prendre à tous les fins de semaine, on a acheté donc un chalet. Avec mes parents, on a acheté un chalet. À Stoneham puis aussi? À Stoneham, ça fait quoi? Ça fait 35 ans, à peu près, 35 ans qu'ils ont un chalet là. Fait que tu sais, nous autres, on finit l'école le vendredi, on embarque dans le char, puis on s'en va au chalet, puis on passe la fin de semaine là. Fait que c'était pas compliqué pour nous de choisir. Okay, c'était encore plus facile. C'est ça, on allait là, puis on n'était pas loin des pentes, puis fait que c'était prendre nos skis à 9h le matin, puis on se revoit à 4h le soir, puis notre enfance, ça a été un peu ça à vivre là. T'sais, après ça, au fil des années, moi, c'est même plus une question à savoir où je vais faire du ski. Là. C'est comme un automatisme que c'est à Stoneham que oui, c'est la meilleure montagne, là, ou c'est la meilleure montagne. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, on continue d'aller là, puis là, c'est comme la boucle qui se continue avec ma famille, puis fait que est-ce que tu penses que dans tes enfants, il y en a qui feraient ça de ski à Boss ou d'autres sortes de ski professionnellement? Aucune idée. Honnêtement, je me suis dit comme parent que j'allais 0 mettre de pression sur mes enfants. Mes parents étaient comme ça, ils nous ont jamais poussé. Moi, j'ai une tendance à être très performant et compétitif. Fait que, je me challenge à pas mettre cette pression-là sur mes enfants. Je pense que je réussis bien en ce moment. Si on l'intéresse, si on a envie de faire ça, ben, je serai comme mes parents et je serai supportif et derrière eux, puis à les encourager, à les supporter. Là. Mais pour l'instant, voir là, ma plus vieille commence à être habile, puis elle aime ça de plus en plus. Puis, sur ce ski à Stoneham, c'est quoi ta piste préférée? Bon, c'est sûr que c'est la Marquis. Quelle question. Mais mettons, autre. Mais peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, là. C'est peut-être vraiment elle. Là, mais... Ok, ça, Shane. Vous autres, on a mis ça avec les noms. Moi, je dirais que c'est. Moi aussi, je suis pas très bon. Ouais, ça se passe que moi. On est encore Sous-bois de la 41. Dans les 40. Ouais, le sous-bois qui revient dans 19. Ah, ok, ouais. Lui qui traverse moi. Sous la chute. Sous-bois de la chute? Ouais, je pense que c'est le sous-bois de la chute. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Je vais checker, puis je vais le mettre. Si jamais c'est une erreur, ben, il va être écrit en gros dans le podcast. Ça semble que c'est sous-bois de la chute. Sous-bois de la chute, oui, je pense que c'est ça aussi. Je me rappelle, on avait fait un petit truc, une petite vidéo, il y a peut-être 10 ans. Ouais. Puis tu sais, on avait skié dans les 40. Moi, je pense encore le secteur des 40. Surtout, tu sais, le fait qu'il dame le soir, là. Tu sais, quand il neige la nuit, là. Tout ce secteur-là, je pense que le matin, après une belle bordée de neige, ça vaut la peine. C'était un peu patient pour la remontée. Ouais, le terrain est... C'est vrai. Ben moi, tu sais, je suis pas, moi je fais plus du snow là, puis c'est comme beaucoup des pistes avec des bosses dans ce coin-là. J'ai un peu plus difficile pour mes pauvres genoux puis ma capacité à pogner les bosses là. Mais quand j'arrive en haut, je trouve que c'est elle qui a la plus de belle vue là. On voit toute la ville, c'est incroyable. Là. Des fois, j'y vais juste pour ça je suis comme bon, ok, on y va. Mais ouais. C'est vraiment une belle, un beau sommet, je pense, le sommet des 40. Ouais. Anecdote, mettons, de quand vous étiez jeune dans la montagne? Ou, moins? Moi, je me rappelle de 2 moments, là, puis je suis certain que Vincent en a encore plus, là, mais parce qu'on a fait le club pendant longtemps, ensemble. Puis au début, il n'y avait pas beaucoup de structures telles qu'on la connaît aujourd'hui avec les clubs, puis la supervision et tout ça. Stoneham, ça a peut-être pas toujours été la montagne la plus facile pour avoir des sites d'entraînement. Je pense que c'est mieux aujourd'hui. Dans le temps, on construisait des jumps un peu où ce qu'on voulait, puis où ce qu'on pouvait. Ah ouais, ok.
quand je dis on voulait, c'était nous on voulait, mais c'était pas nécessairement un droit acquis par la montagne. Je me rappelle qu'on faisait des jumps souvent dans les sous-bois, parce qu'on était plus cachés. Puis je me rappelle aussi qu'on faisait des jumps sur les bords de piste. Puis on se faisait pas mal tout le temps arrêter par les patrouilleurs. Heureusement, dans la patrouille, on avait comme 2-3 parents qui travaillaient, qui étaient des pères des athlètes, quoi que ce soit, qui étaient proches du club. Fait que de temps en temps, ils nous laissaient aller un peu plus, mais il fallait qu'on détruise toutes nos affaires à la fin de la journée. Fait que ça a toujours été un petit peu je la souris un peu avec les patrouilleurs puis avec la montagne, mais je pense que dans tous les cas, ça a été tout le temps quand même relativement respectueux, puis ça nous a permis d'avoir bien du fun malgré tout, mais cette structure-là n'existait pas là, quand je vois des jeunes puis des parents qui me posent des questions. Toi, quand t'étais jeune, c'était comment? Puis j'étais hey boy, nous autres, c'était free for all. Là. Je disais, on faisait du ski, on allait dans les sous-bois, on apprenait à skier, puis c'est peut-être ce côté-là, des fois, qui, moi, comme coach maintenant, j'essaie de revenir des fois à l'essence même de ça, parce que quand on s'entraînait, c'était pas tout le temps structuré et encadré, mais on devenait des athlètes ou des skieurs qui s'adaptaient à n'importe quoi, qui se plaignaient pas, qui maximisaient, optimisaient toute leur journée. Des fois, on était dans le parc, des fois, on était faisait du ski sur du damé, des fois, on était dans les sous-bois, des fois, on construisait des jumps. Fait on faisait tellement d'affaires différentes que je pense qu'on a développé beaucoup d'habiletés, mais surtout on a développé le fun puis la passion pour le ski. Puis des fois aujourd'hui on voit moins un peu ça parce que c'est tellement balisé puis encadré. Ouais, ben c'est ça que je parlais justement avec Laurie Blouin dans les dernières semaines. Elle disait que ce qui est le fun encore dans le domaine du ski plus freestyle, là, mais en compétition dans les parcs, etc., c'est que c'est encore beaucoup du laisser aller. C'est encore beaucoup du essayer de faire de quoi de nouveau, fait que là, tout le monde essaie de se dépasser, puis les gens ils trippent encore. Alors qu'on voit dans d'autres disciplines que ça devient de plus en plus structuré dès qu'ils sont jeunes, sont pris en charge, puis ils sont comme dirigés vers, on dirait que c'est comme un peu un cône, là, ils sont dirigés vers un objectif précis. Puis c'est sûr que, je sais pas si ça va rester de même pour toujours, là. Ça fait plusieurs athlètes, Alain Laroche aussi m'avait dit ça, il dit ça a l'air de devenir trop strict maintenant. Peut-être qu'éventuellement, les gens, ils vont moins être... tu sais, tout le monde performe à super haut niveau, mais peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, ça va peut-être diminuer le plaisir à longue, puis ça va revenir un peu plus comme dans votre période de compétition. Puis, si je peux continuer avec les anecdotes, peut-être un peu plus que toi, je suis plus jeune. Mais, on a déjà eu une saison complète du club de ski de boss avec aucune piste à boss à Stoneham. OK. Puis là, on arrivait le matin. Là, on était capable en 1 heure, se pelleter comme 12 bosses. Puis là, on faisait notre petit entraînement. Puis là, le soir, c'était tout damé. Puis là, le lendemain, il fallait recommencer. C'était pas évident. Sinon, je pense que ma meilleure anecdote, c'est pas dans le cadre du ski à Stoneham, mais de Stoneham. L'après-ski? L'après-saison. On avait fait avec des chums, on avait fait un genre de camp dans le bois, dans la montagne. C'est comme en haut de la 2, là, un petit peu dans le bois. Puis là, une journée, on s'était fait un feu. Je pense qu'il y avait une interdiction de feu. Pendant l'été? Ouais, pendant cette période-là. Puis là, une année, il y avait 3 pompiers qui étaient arrivés à pied à mi-montagne pour venir nous avertir. Là. Puis ils avaient chicané un peu. Là. As-tu éteint votre feu? Oui, on avait bien ri, là, mais c'était là un gros camp là, en 2 pistes. Là, puis, c'est pas recommandé de faire ça, tout le monde. Mais ouais, maintenant les gens à l'été, ils vont surtout faire du hiking là, à Stoneham, là, beaucoup de photos. Je vois beaucoup de photos de chiens là-bas. On dirait que c'est comme des photos chaudes de chiens, c'est vraiment populaire là, à Stoneham, mais il y a plus de camp, mais heureusement. Comme ça, il y a pas de pompiers qui sont obligés de venir à la montagne. Sinon, des anecdotes de compétition après ski ou tout simplement compétition. Oh boy. Je prends le cours. C'est ça, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Ben, qu'est-ce qu'on a le droit? Techniquement, vous pouvez tout dire, là. Après ça, c'est élevé avec les conséquences. Des anecdotes, mon Dieu. C'est dur de penser, parce qu'on dirait que Vincent et moi aussi, on s'est entrecroisés dans nos carrières, mais étant donné la différence d'âge quand même, lui, quand moi j'ai fait l'équipe nationale,
Lui, il restait quelques années. Puis après ça, moi, j'ai continué. Là, j'ai eu mes meilleures années quand lui, il a pris sa retraite, il était plus là. Mais quand on était ensemble, c'est sûr que moi, ça a été vraiment utile. Puis c'est pratique d'avoir mon grand frère qui était sur l'équipe avec moi. Là, ça a été un mentor. Puis c'est quelqu'un, Vincent, c'est quelqu'un qui dans ma vie a joué tellement un rôle clé puis important parce que il m'a toujours poussé, il m'a toujours challengé. Puis indirectement, en étant le grand frère, ben, c'était peut-être quelqu'un que je voulais impressionner, puis que je voulais sentir avec qui je pouvais me tenir, puis avec ses amis, puis tout ça. Fait que ça m'a toujours aidé à jamais me limiter, mais à toujours regarder en avant de moi. Puis l'équipe nationale, même chose, il était déjà lui à son pic, à son meilleur. Fait que ça me donnait une poussée. Puis dans les dernières années, je pense, Vincent, il a le plaisir de dire que je l'ai jamais battu quand il était à son meilleur. C'est arrivé qu'il s'est planté par un ski, quoi que ce soit, puis là, je l'ai battu, mais quand il faisait ses meilleures descentes, j'étais pas encore assez bon à ce moment-là. Fait que lui, directement, il a toujours été le grand frère qui genre, était bien fier, qui ne pouvait pas laisser son petit frère le battre dans n'importe quoi qu'on faisait. Fait que ça a toujours été entre nous deux une complicité vraiment trippante, puis qui a mené à beaucoup de bons moments, surtout des bons moments. C'est ça qui t'a amené à faire le ski? Ou... Moi, sans aucun doute, là, c'est sûr que c'était au début juste, je veux faire comme mon grand frère, puis je le suis, puis tout ça. Puis après ça, ben évidemment, tu sens le côté qui lui excelle, fait qu'il faut que j'excelle, puis il y avait cette espèce de pression-là, peut-être un peu aussi que je me mettais sur mes épaules. Mais on a eu bien du fun, puis quand lui a fini, puis il a pris sa retraite, on était une compétition en Espagne, puis on avait terminé la saison en faisant un petit road trip, là, juste les deux. Ça, pour moi, c'était une bonne manière de passer un peu de temps ensemble, de clore sa carrière, puis après ça, tourner la page, là. Fait que ça, c'était un bon trip. Là. On avait passé une couple de semaines, une semaine à faire le tour, là, puis un peu organisé, à se démerder. Fait que ça, c'était bien le fun, mais je veux dire, une longue carrière, là, après ça, moi, 12 ans sur l'équipe nationale, il y en a eu là, avec 2 Jeux olympiques, entre autres, des compétitions à travers le monde, une centaine de compétitions internationales. Fait il y a beaucoup d'anecdotes, puis il y a beaucoup de générations avec qui j'ai passé du temps sur l'équipe, là, que ça part de Vincent jusqu'à mes dernières générations, mes derniers coéquipiers en 2018-2019. Beaucoup de bons moments avec Michael Kingsbury qui a gagné tout pratiquement. Ouais, puis pratiquement tout, ouais. tout défait les records sur son passage. Fait que ça c'est des choses que évidemment je vais me rappeler beaucoup là, encore là, des choses qu'on peut moins dire là, mais des après-party puis des choses qui ont été vraiment mémorables, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça, les after-party là, de ski, ça a l'air d'être le fun, ça a l'air de brasser aussi. Puis c'est un petit monde. Je pense que peu importe la discipline, c'est un cercle. Là. On est toujours ensemble toute l'année qui suit d'une place à l'autre. C'est sûr qu'il y a de la compétition pendant l'événement, mais une fois que c'est fait, ben, on passe nos carrières pas mal avec les mêmes 50 personnes tout le temps, d'une année à l'autre. Là, fait que c'est sûr qu'il y a de l'amitié. Puis y a-tu de la bisbille des fois? Ou est-ce qu'on est amis avec tout le monde? Pas nécessairement. Mais tu sais, c'est une compétition dans laquelle notre sport, que c'est un sport jugé. Fait que c'est pas nous autres qui décident un peu le gagnant. Et que je pense que ça fait que tu peux pas vraiment développer de frustration envers quelqu'un. Parce que c'est pas de sa faute si t'as pas gagné ou c'est lui qui a gagné. C'est pas lui qui a choisi. Là. Fait que je pense qu'un peu à cause de ça, pas de dingue ou justement de bisbille entre les compétiteurs. C'est sûr que il y en a avec qui tu t'entends mieux, puis d'autres avec qui tu t'entends moins. C'est pas comme au football, mettons. Là. Ouais, c'est ça, que tu te frappes dessus toute la game, puis il y a des cheap shots, puis là, qu'à la fin, le moment donné, tu te knockes, tu as plein de spotés, puis tu t'aimes un peu moins. Quand tu joues au football, en avais-tu des joueurs que tu te souviens, là, peut-être pas, tu t'en souviens. Si t'en souviens encore, qui t'ont marqué, là, ça se peut, en fait. Je peux pas dire, mais clairement, oui, t'aimais pas des équipes ou t'aimais pas des joueurs. Je peux pas dire que quand j'ai fait du ski, j'aimais pas un pays ou j'aimais pas des compétiteurs. Là. Le challenge était différent. Puis c'est un sport individuel que c'est beaucoup de toi, un peu contre toi-même. Là. Toi, personnellement, donner la meilleure performance versus quand, le foot, que tu veux battre l'autre équipe. Ouais, vraiment.
Ben, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que le ski, puis mettons tous les sports individuels, là, j'ai fait ça, mais le tennis, par exemple, c'est tous des sports que techniquement, c'est toi, la personne qui perd, c'est pas genre l'autre qui a gagné, c'est toi qui as perdu. Comment que tu vis ça quand mettons, tu contre-performes? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, c'est pas évident, puis c'est probablement un des aspects les plus difficiles de notre sport parce qu'il faut que faut que tu gères ton stress, tes émotions puis tes attentes. OK. Et encore là, t'as jamais vraiment quelqu'un autour de toi sur qui tu t'appuies comme un sport d'équipe que si tu fais une erreur, ben t'as d'autres coéquipiers qui sont là pour venir un peu à la rescousse. Là, tout se passe en dedans de toi, tout se passe sur, tout est sous la pression, le poids est sur tes épaules. Fait que, c'est une bonne préparation psychologique, c'est aussi je pense, il faut que tu sois capable d'avoir une approche, une perception puis une perspective qui est de développement aussi. Fait que des contre-performances, ça peut arriver, mais c'est toujours avoir l'optique que tu peux toujours apprendre quelque chose de tout ça. Là où c'est plus difficile, ben, c'est dans les événements qui sont les événements maîtresses, si tu veux, les maîtres, là, c'est comme les Olympiques, championnats du monde. Ouais. Là, c'est plus difficile de faire des contre-performances à ce moment-là parce qu'on a des grandes attentes pour ce moment-là. Mais encore une fois, c'est la structure dans laquelle tu te mets, puis la préparation, le cheminement que tu fais pour te rendre là. Si tu fais tout ce que tu peux en ton possible, ben déjà là, tu as moins de regrets, peu importe Tu n'aurais pas pu faire mieux. C'est des fois, il y a des choses qui arrivent vite, que tu n'as pas de contrôle, puis qui sont inexplicables d'une certaine manière. Mais si tu as fait tout, je pense, la préparation qu'il fallait, ben déjà là, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu regardes ce que tu aurais pu faire différemment, ben t'es moins capable de pointer du doigt un peu des choses que tu as faites. Fait que moi, c'est un petit peu l'approche que j'ai essayé d'avoir beaucoup. Fait que dans l'approche de faire en sorte que chaque jour compte, chaque entraînement compte. Tu peux sortir quelque chose de positif, tu peux gagner ta bataille à chaque fois que tu te lèves le matin. Fait que pour moi, ça a été beaucoup mon approche que j'ai eue qui m'a permis de passer à travers les plusieurs blessures que j'ai eues, puis les obstacles que j'ai eus. Mais encore là, chacun développe un peu ses tactiques peut-être aussi. C'est dur d'en rajouter, hein, oui, c'est ça. C'est bien parlé, bien dit. Moi, personnellement, pendant ma carrière, j'étais pas bon à gérer ces émotions-là souvent. Okay. Moi, la victoire était importante, très importante. J'étais très compétitif. Puis, tu sais, dans tout ce que je faisais, là, on faisait des entraînements où on jouait une game de hockey pour le plaisir à l'équipe. Puis, je te filme un peu là-dessus. Il fallait que je gagne tout le temps. Fait que, tu sais, il y en a un qui gagne, puis tous les autres gagnent pas. Là. Fait que j'ai pas une carrière comme Michael Kingsbury, là, fait que j'ai moins gagné souvent plus. Fait que c'est arrivé souvent qu'il y avait de la frustration quand même. C'est top parce que comme Vincent l'a dit, c'est dans un sport jugé, c'est que même quand tu penses que tu as fait ta meilleure performance puis tu mériterais mieux, c'est peut-être pas ce que les juges ont pensé. Ouais. Puis c'est peut-être pas au final ce qui paraît sur la feuille de papier, tu sais. Fait que c'est tough aussi, là. C'est pas juste te gérer toi, mais c'est de gérer un peu l'entourage là, autour de toi, qu'ils ont peut-être pas vu la même chose ou senti la même chose. Fait que les frustrations peuvent venir de plein de facteurs. Ça peut venir d'une contre-performance que toi, t'as pas été à ton meilleur puis tu le sais. Ça arrive. Donc là, ça pèse. Ça peut être aussi pas nécessairement une contre-performance, mais une performance qui a peut-être pas. Ils n'ont pas été vus pareil. Plus la juste valeur. Puis là, t'es fâché, mais contre les jeux. C'est externe à fond. Là. Fait que là, c'est comme genre, y a pas grand-chose que tu peux faire. Puis, mais je pense que c'est là que c'est important d'avoir des mécanismes pour toi, internes, pour essayer de gérer puis comprendre tout ça. Comment toi, genre, si t'es plus explosif, la victoire à tout prix, ou t'es capable de voir peut-être plus le positif de chaque chose dans une optique de développement puis de progression. Mais aussi d'être capable d'être bien entouré avec des bons coéquipiers, des bons entraîneurs qui ont ton back, là. Okay. Puis fait que quand c'est les juges, quand c'est des facteurs externes qui font en sorte que t'es pas dans ton assiette ou que des frustrations, ben t'as du monde fort autour de toi. Ça va appeler c'est un sport individuel, mais c'est pas un sport individuel, si vous êtes pas tout seul. C'est pas individuel où l'équipe est quand même qui est vraiment importante pour le succès global de ta personne et de ton pays.
ça arrive-tu? Ça vous est-il arrivé que c'était l'inverse? Que les juges ont donné une note puis vous étiez comme, OK, nice, mais je m'attendais à être plus bas, genre. Ça arrive, mais pas mal moins souvent. Ouais. Mais dans ce temps-là, on dit On dit pas de toi. J'étais bon. Vous attendez, on ça, c'est bien mérité. prend le cadeau, puis c'est ton avantage. Ça doit pas arriver tant souvent, Noé. C'est sûr qu'on a toujours l'impression, ben pas toujours, là, mais tu sais, quand on a fait une bonne descente, c'est sûr que dans notre tête, là, on a fait une bonne descente, fait qu'on s'attend à être déçu comme des juges. Mm. J'ai perdu le fil de mon idée. J'avais comme une question qui m'avait popé dans la tête là, pendant que tu racontais le truc sur... je vais parler du football parce qu'on a parlé de ça tantôt. J'ai vu une affaire dans les documentaires, dans des entrevues, une particulièrement où il y a quelqu'un qui te posait la question, même niveau, même shape, en tout cas, le physique idéal pour le sport, entre le football puis le ski acrobatique, tu choisissais le football. Mais là, je vais tourner un peu la question, hein. T'as le talent mettons, d'un joueur de second plan dans la NFL ou Michael Kingsbury. Quel sport tu choisis? Ben, c'est sûr qu'il y en a, tu joues quand même dans la NFL. Là, mais... C'est quand même une question qui est extrêmement difficile à répondre. Ouais. Je maintiens ma position sur pour moi, le football était peut-être un sport que j'appréciais plus. Mm-hmm. Ce que des fois je trouvais difficile dans le ski, c'est l'aspect quand même individuel. Puis tu sais, tu montes tout seul, tu pars tout seul. Des fois, c'est difficile un peu à gérer ces émotions-là. Dans mes années de football, de gagner une partie serrée avec 50 autres personnes, ouais. C'était fort. Là. C'était des émotions qui étaient des fois difficiles à aller chercher dans un sport individuel. C'est extrêmement difficile. Ben oui, je veux dire, parce qu'il y a des bienfaits, il y a des pour, des contre. Pour moi, la défaite était des fois plus acceptée dans un sport individuel qu'en équipe, parce que là, j'étais le seul responsable de mon succès. En équipe, c'est encore là. Plein d'affaires, surtout au football. Là, des fois, il peut y avoir des frustrations à ce niveau-là, mais c'était deux beaux sports que j'ai pratiqués. J'étais, je pense, chanceux d'avoir quand même un talent qui m'a permis de pouvoir faire des sports de haut niveau dans différents sports. Puis, ultimement, tout ça m'a aidé aussi à être un meilleur athlète dans les deux sports que j'ai pratiqués dans un niveau plus important. Là. Peut-être que si tu avais été au football, Vincent n'aurait pas été aussi bon en ski. Puis là, ça aurait peut-être tout changé sa vie au complet. Moi, j'avais clairement pas la chèque pour le genre de football. Surtout quand j'ai joué, je jouais plus en défensive. C'est ça. Moi non plus, j'avais pas vraiment la chèque. On t'aimait dans le ski. Exactement. On s'est aligné vers un sport qui nous convenait un peu plus. Puis comme vous disiez tantôt, qui était facile d'accès parce que c'était juste à côté de votre chalet. Mm-hmm. Parlant de chalet, est-ce que vous y allez encore souvent à Stoneham ou? Ouais, ben, chaque Noël, chaque temps des fêtes, c'est comme une tradition. Fait qu'on est toujours là. Moi, je viens d'acheter aussi à Stoneham, fait que je vais emménager là éventuellement aussi en plein. Fait que c'est encore une place qui est un peu notre berceau là, qui est une place qui est très importante, qu'on se sent bien dans ce coin-là. Comme Vincent dit, il pense même pas quand il va en ski avec sa famille ou si on veut se réunir nous autres en famille, grands-parents, parents, tout le monde. C'est un endroit où on a beaucoup de réconfort et beaucoup de souvenirs. Fait que ce soit pour skier juste quelques heures puis s'arrêter pour le lunch, prendre un verre aux 4 foyers, je pense que pour nous, c'est comme juste une tradition qui est bienveillante, qui a toujours fait partie de notre vie. Fait on trouve encore le moyen de se réunir là vraiment beaucoup, puis passer du temps. Fait que je pense, je vois pas ça changer dans un avenir rapproché. Puis quand vous allez au 4 foyers, est-ce que vous allez sur la piste de danse? C'est pas ça de voir sur la piste de danse. C'est les enfants qui vont. C'est ça, les enfants. Non, moi, je suis plus un gars de 5 à 7. Brunch. Ouais. Ouais, non, pareil. On essaie tout le temps d'être dans les mêmes banquettes. Pas mal quand on est capable, mais... Mais, cette période-là,
en tout cas, moi, personnellement, j'ai moins été à Stoneham. On était là beaucoup dans notre enfance. Ouais. Puis là, maintenant, avec la compétition, c'est mon, C'est normal. mon 17-26 ans, et que peut-être j'aurais pu profiter encore plus du camp de foyer. Ouais. On était en compétition, fait que je passais jamais mes hivers à Québec. C'est ça qui est un peu cruel quand même, parce que dans le sport, la saison de compétition, évidemment, c'est la saison de glisse, la saison d'hiver. Fait que quand tu atteins un certain niveau, ben, même si tu viens à Stoneham, tu as toujours ski à Stoneham, ben, tu passes plus aucune journée à Stoneham parce que tu te promènes partout, à faire des compétitions, que ce soit au Canada ou ailleurs. Fait que tu perds un peu ce privilège-là, en tout cas, cette coutume-là quand tu étais jeune, que, tu sais, quand t'étais jeune, c'était le club 9 à 2 à 3 environ qu'on allait skier, puis c'était assez évident dans notre cas, c'était soit tu rentrais à pied où j'allais, ou soit t'allais au bar puis t'allais retrouver des parents qui prenaient un verre ou qui prenaient un snack parce qu'eux ils avaient fini leur journée. Ok. Puis souvent nous autres c'était ben juste pour dire on vient de finir, on retourne en ski puis on se voit plus tard. Fait que j'ai l'impression qu'on faisait beaucoup de ski, mais des fois on retournait même le soir. Mais c'était tellement un lieu comparé à beaucoup d'endroits, beaucoup d'autres stations à travers le monde. Stoneham, c'est tellement un lieu qui était familial. Puis on dirait que tout le monde se connaissait, tu sais. Fait que les parents pouvaient nous laisser aller quand même faire nos affaires. Puis Ils stressaient pas. Ils stressaient pas. Puis nous, pareillement, on sentait que tu étais chez vous quand t'étais à Stoneham, puis t'étais dans juste une grande cour. Fait que c'était, ce côté-là était cool, quand même. Les gens, moi, souvent le midi, je vais skier tout seul, là, parce que bon, on a le temps. Puis, tu sais, je parle à des gens dans les lifts, là, puis les gens, c'est souvent ce qu'ils me racontent, c'est soit comment que la journée est belle, là. Il y en a qui parlent moins, mais tu sais, il y en a qui c'est comme, ah, c'est le fun, Stoneham, là, c'est comme avant, on peut toujours, si on se perd, là, je suis comme, si on se perd, on va trouver du monde. Il m'avait raconté ça une année. J'ai déjà perdu dans un sous-bois. Je suis comme, comment? Mais c'est quand même bien structuré, là. Il disait, mais tu peux faire confiance à n'importe qui, tu vas crier, quelqu'un va t'aider, tout le monde est là pour s'aider. Fait que je pense que c'est quelque chose, mais pas juste Stoneham la montagne, mais Stoneham la ville, on dirait, qui essaie de garder comme un genre d'environnement familial, sécuritaire, le fun aussi. C'est un bon endroit pour des jeunes familles, puis ouais, nous autres, on l'a vécu, dans notre jeunesse. Toi, est-ce que tu comptes faire une famille? Ouais, éventuellement. C'est dur. C'est dur à dire comme question. C'est surtout dur avec le style de vie que j'ai encore aujourd'hui. Comme entraîneur, ben, je voyage puis je bouge pratiquement autant que quand j'étais athlète. Fait que, je pense que Vincent pourrait témoigner, c'est un peu lui quand il est embarqué dans le processus familial, d'avoir ses propres enfants, puis tout ça que il a fallu aussi qu'il fasse des sacrifices, des choix, surtout des choix, qui est pas plus que des sacrifices, mais surtout des choix d'être un petit peu plus sédentaire aussi, puis d'être plus là pour sa famille. En ce moment, ben moi je peux me permettre de me promener, d'être assez normal encore, puis sans avoir d'attache trop importante là, ici. Là, fait que j'en profite, mais éventuellement, ça va être un choix là, de ajuster ma carrière avec mes visées familiales pis tout ça. Puis je finirais là-dessus. Souvent les gens ils finissent dans 10 ans, voyez-vous, puis tout. Moi, j'irais plus dans il y a 10 ans, vous voyez où est-ce que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à peu près à la même place? Moi, je pense que oui. Moi, il y a 10 ans, ben, ça fait une couple d'années que j'avais arrêté de faire du ski. Fait que, quand j'ai arrêté de faire de la compétition de ski, c'était pour finir mes études pour devenir physiothérapeute. C'était pour me setter, bâtir une famille, une vie familiale. Là, c'est 13 ans après avoir fait ce choix-là. C'est un peu ce que je fais, là. Profiter de d'autres choses que juste faire du ski. Fait que, pas mal où j'anticipais être. Puis, mettons, je dis il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Ça va loin, là, ça commence. Mais je pense que oui. Ouais. Est-ce que dans ce 20 ans-là, je pensais tout faire ce que j'ai fait, entre autres, en compétition, là, puis petite anecdote, petite parenthèse anecdotique, là, mais
4 ans avant les Jeux olympiques de 2010. Je sais pas si c'était 4 ans, mais bon, quand le Canada, quand Vancouver a confirmé que c'était eux autres qui recevaient le bid des Olympiques, notre coach, moi j'étais dans l'équipe nationale, il y avait un gros poster. Il avait dit hey, si votre rêve c'est d'aller aux Olympiques de Vancouver, venez signer le poster. Dans l'équipe, j'étais le seul qui l'avait pas signé. Là. Fait, à ce moment-là, je profitais de ce que je faisais, mais sans avoir d'objectif et de grands rêves. Fait, bon, il y a 20 ans, est-ce que je pensais faire tout ce que j'ai fait dans ma carrière aux Olympiques? Puis peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, je pensais maintenant avoir une vie familiale, un travail, puis être dans ce genre de vie-là. C'est drôle que tu me parles, c'est pas drôle, en fait, c'est tout à fait normal de faire des Jeux olympiques de Vancouver, mais moi, c'est les premiers jeux d'hiver que j'ai écoutés à la télé, puis parce que je sais pas parce que je suis vraiment jeune, mais surtout parce que avant, quand j'étais plus jeune, j'avais comme pas la télé puis tout. Puis le sport de ski à bosse, je connaissais zéro ça. Je pense que c'était, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais ça c'est Alexandre Bilodeau qui avait gagné. Puis j'avais regardé cette compétition-là, puis j'étais comme c'est bien cool comme sport, mais je n'ai jamais fait par après. Sauf que c'est ça qui m'a fait découvrir. Je me souviens que t'avais fini 4e, puis le commentateur à la télé était comme oh, peut-être qu'on va avoir un double podium. J'étais comme crème, on est fort au Canada. Puis là, ça m'avait fait accrocher aux Jeux d'hiver. Fait que c'est un moment aussi qui m'a marqué c'était tes premiers Jeux olympiques. Ouais. Puis c'est ça. Je voulais juste le dire. En général, c'est quand même je pense une des disciplines des Jeux d'hiver qui est souvent appréciée. Ouais, qui est spectaculaire, qu'on voit pas souvent. Puis en plus, on est souvent très performant au Canada. Fait que c'est souvent des chances de médailles, c'est sûr que c'est encore plus excitant. Aux Jeux olympiques de 2014, je me rappelle, j'étais au secondaire, puis mon prof de maths, il avait arrêté le cours, puis il avait mis sur le tableau, on a comme un tableau interactif là, dans la classe, il avait mis la compétition, là, fait qu'on écoutait, on avait vu le doublé, là, puis on avait vu que Michael Kingsbury, il avait pas gagné, puis on était comme, encore Bilodeau. Puis ça nous avait tout marqué, mais au point que personne faisait ce sport-là dans mon école, mais tout le monde voulait voir cette compétition-là. Ouais. C'est vraiment un sport qui est comme populaire aux Jeux olympiques. Qui est vraiment comme ça arrive vraiment des Jeux olympiques, puis c'est une compétition que personne ne veut manquer. C'est pas nécessairement l'épreuve reine, là, comme le 100 mètres, exemple, mais je trouve qu'au Canada, ça fait partie des grosses épreuves. Ouais, puis on a souvent eu des Québécois qui étaient forts aussi. Fait ça a toujours eu un petit boost aussi, puis tout le monde en parle un peu plus à cause de ça. Toi, il y a 10 ans? Moi, peut-être contrairement à Vince, j'ai toujours été quelqu'un qui a ouvert plein d'options. Okay, ouais. Fait que de dire, je pense où je suis en ce moment, c'était une des options. Je sais pas si c'est celle que je privilégiais ou que j'aurais choisi ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours été quelqu'un qui je faisais le sport à fond, puis j'étais à 100% là-dedans, mais je sais que j'avais des études, puis je faisais d'autres affaires, puis j'avais tout le temps 3-4 portes ouvertes en même temps. Puis aujourd'hui, j'ai pris une direction à cause d'un enchaînement d'opportunités, si on veut. Fait que je suis vraiment content d'être où je suis. Est-ce que j'aurais pu le prédire? Peut-être un peu. En tout cas, je savais que c'était une option puis qui allait s'ouvrir devant moi. Mais si tu me demandes dans 10 ans, j'étais encore un peu le même genre de personne où j'ai plein de portes ouvertes, puis on dirait que je regarde les opportunités, puis comment ça se dessine. Nomme-moi en 3 dans l'ordre de préférence. Fait que tu sais, je rationalise beaucoup, j'étudie beaucoup les options, puis quand j'embarque dans quelque chose, je me lance à fond. Mais c'est souvent, on dirait comme ça que je me prépare, puis j'ai l'impression que j'étais de même d'un très jeune âge. Fait que le coaching, sans dire que c'est ça que je voulais faire, ça faisait partie de tes options. Ça faisait partie de selon comment les études, puis comment tout ça allait se poser. Là, au moment où j'ai eu des opportunités, je trouvais ça intéressant, puis j'ai embarqué, puis j'étais encore là pour l'équipe canadienne au moins quelques années. On verra après ça si je continue vers cette ligne-là ou au contraire, j'embarque dans une autre porte. Parfait. Ça fait pas mal le tour de la journée. Comme je l'avais dit, je finissais là-dessus. Ça a été un peu plus long, mais tant mieux. J'aime ça quand ça finit avec des bonnes histoires. Si jamais ça vous intéresse une fois de temps en temps, peut-être un autre épisode où on va plus approfondir votre carrière ou des trucs comme ça, moi, ça va super m'intéresser de vous recevoir. Je sais pas si ça se dit, mais
Bref, pour recevoir Faudrait faire encore. ça là, sur la terrasse là, aux 4 fois. Ouais, ben, on en a fait un avec. mars, quelque chose comme ça. Ouais, ça serait vraiment intéressant. Printemps, là, autour d'un petit feu. La terrasse Ça au peut être sommet, pas pire. sinon, ben, faudrait s'assurer qu'il y ait, même s'il y a du monde, un meilleur setup de micro, puis on va être parti. Merci de nous avoir écoutés. Puis, ben, ne manquez pas les prochains épisodes.